fondée sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est quelque chose qui exclut le religieux de l'exercice du pouvoir. La Fédération des femmes du Québec, celle qui organise le débat de ce soir, a pris clairement position pour la laïcité de l'État et reconnaît que la laïcité de l'État, ça peut être un outil intéressant pour éloigner, par exemple, les fondamentalismes des pouvoirs politiques. Par contre, vous le savez, la FFQ pense aussi que la laïcité, c'est pas un outil suffisant pour assurer que toutes les femmes soient libres. Et en ce sens-là, la Fédération s'est prononcée contre ce projet de loi 60 sur la Charte des valeurs. Il y a d'autres féministes portées par des voix comme Michèle Sirois, par exemple, qui croyaient, elles, que ce projet de loi sur la charte était justement pour créer des conditions favorables non seulement pour les femmes, mais aussi entre les communautés. Est-ce que c'est un débat, je le disais, qui a toujours été harmonieux et élégant cet automne? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Est-ce que la question de la laïcité est importante pour les féministes? Ça, par contre, je suis persuadée que oui. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'elle est perçue par les féministes comme un outil important de la lutte pour le droit des femmes. Alors, mesdames, je vais vous demander avec nous de partager, oui, on va parler de la charte, mais de partager la définition que vous avez et l'incarnation aussi que vous proposez de la laïcité de l'État et du féminisme. On va commencer avec vous, Madame Assouline. La laïcité, c'est nécessaire, à la CAQ, on pense que c'est nécessaire pour la neutralité de l'État face aux citoyens, comme vous et moi. Donc, on doit sentir que le représentant en autorité de l'État est impartial, d'où la nécessité d'établir des balises sur le port des signes religieux pour les personnes en autorité. Mais selon la CAQ, la laïcité ne doit pas s'appliquer dans toutes les tentacules de l'État. Alors la caissière à la Société des alcools ou la femme au comptoir de la société automobile ne risque pas de prendre une décision qui risque de me causer préjudice et de me donner un sentiment d'impartialité. Le projet de loi qu'on a déposé l'automne dernier encadre mieux la laïcité que les simples droits qui ont été enchâssés à la charte par le Parti libéral. On a un projet de loi qui est réaliste, mais qui est surtout réalisable et qui respecte nos chartes de droits et libertés. Qui sommes-nous? Et là, c'est une question que je me pose, c'est qui sommes-nous pour juger que les femmes voilées, qui mettent le voile par croyance, le mettent parce qu'elles sont dominées? Si on va plus loin, au nom de la laïcité, on rentre dans le terrain de la charte de l'athéisme. On rentre dans l'intégrisme inverse. Ça ressemble un peu plus à l'assimilation qu'à l'intégration. Moi, je suis née au Maroc. Mes parents ont choisi le Québec parce que c'est une société libre, parce qu'on avait le choix de mettre un voile ou pas. Et mes parents travaillaient fort pour bâtir le Québec que vous avez aujourd'hui. Ils ont travaillé avec les Québécois qui sont nés ici. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit revenir en arrière et ostraciser cette même population pour leurs croyances. C'est un peu contradictoire de vouloir dire aux femmes voilées qu'elles sont opprimées lorsqu'elles vont dans les universités, lorsqu'elles cherchent une autonomie financière, lorsqu'elles sont très instruites. Merci. Merci Valérie. Evelyne Abitbol. Eh bien, moi je pense que la meilleure façon de protéger les religions, c'est que l'État n'en ait aucune. La charte de la laïcité, elle s'inscrit d'abord dans le continuum de l'avancée de la laïcité au Québec, débuté depuis la Révolution tranquille, et dans les années 60, après la déconfessionnalisation des écoles qui s'en est suivie. Avec la commission des accommodements raisonnables, il n'y a pas eu de suivi qui ont permis aux gestionnaires de pouvoir appliquer des mesures dans leurs institutions. Le gouvernement du Parti québécois a proposé la charte des valeurs l'automne dernier pour pallier à ce manque de mesures et d'outils pour les gestionnaires de l'État. Il y a 150 définitions du mot culture qui se situent entre étymologie et agriculture et culte. Danger. Il y a un danger d'utilisation car le mot culture est sujet à des définitions diverses avec pour conséquence des quiproquos évidents. Une charte de la laïcité est technique, à mon avis, pour que soient regroupés les actes juridiques des objectifs communs de la nation. Elle est indispensable pour tout état de droit afin que les bases minimum communes légales entre les cultures y soient clairement définies.
Et elles ne peuvent être autres que juridiques. Ici, nous ne sommes pas dans la politique partisane, mais juridique, comme le dit si bien Claire Lheureux-Dubé. Je répète, la meilleure façon de protéger toutes les religions, c'est que l'État n'en ait aucune. Les immigrantes, les femmes immigrantes ou venues d'ailleurs, pour elles, le point de chute, et je peux le dire dans ma famille, ça s'est fait aussi de la même façon, le point de chute des immigrants, c'est la communauté. Mais il faut pouvoir sortir de cette communauté pour aller chercher des outils qui nous permettent de nous intégrer à la société québécoise qui nous a accueillis. Merci. Molly Alexander, votre point de vue sur la laïcité de l'État? Je crois que tous peuvent s'entendre que la séparation de la religion et de l'État et de la religion, c'est un principe de base sur lequel tout le monde est d'accord. Et je pense qu'à cet égard, beaucoup de travail, beaucoup d'avancées ont été faites au Québec. Je me gratte la tête depuis le mois de septembre pour comprendre l'utilité, l'urgence de passer un projet de loi qui a comme conséquence ultime de porter un jugement sur certaines minorités dans la population. Je ne vois pas, et d'ailleurs je vois l'utilité de passer un projet de loi pour éviter de parler de vrais problèmes sérieux dans notre société qui affectent vraiment l'égalité des hommes et des femmes. On n'a pas parlé des concours minimistes. Il n'y a pas de problème d'exploiter des petites filles pour avoir des parades de mode. Mais vite, allons-y. Allons s'occuper des quelques femmes qui portent un voile dans la fonction publique. Je suis désolée, ça me touche vraiment. Je ne peux pas comprendre la justification ou le lien entre la religion de l'État et les croyances individuelles des personnes qui offrent un service. Un homme qui pourrait être sexiste, pourrait être raciste, qui n'a aucun symbole, pourrait offrir un service incompétent, inapproprié dans la fonction publique, mais lui, il ne serait pas visé par cette loi. Le problème, c'est le service. Il faut viser le service qui est laïque et l'État qui est laïque, mais les individus ont leurs croyances et à eux-mêmes. Et il y a une différence, avec tout respect. Merci, Madame Saint-Pierre. Merci. Alors, évidemment, c'est un débat, je pense que dont le Québec n'avait pas besoin. Lorsqu'on dit que le Parti libéral est contre la charte, tout d'abord, on est en faveur de plusieurs mesures, c'est-à-dire les balises, la neutralité de l'État, le visage découvert. Ça, on est tout à fait d'accord avec ça. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est moi, comme ministre de la Condition féminine, qui l'ai mis dans la charte des droits et libertés. C'est écrit noir sur blanc dans la charte des droits et libertés. Moi, je pose 3 questions sur cette fameuse charte. Où sont les études sérieuses, complètes, qui prouvent qu'il y a un problème? Bouchard Taylor a dit qu'il n'y avait pas de crise au Québec. C'est ma première question. Deuxième question, est-ce qu'il y aura des congédiements? La réponse est oui. Jamais le Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois ne veut dire ce mot congédiement. Il y aura des congédiements. Troisièmement, est-ce qu'il va y avoir de la discrimination? Oui, il va y avoir de la discrimination si cette charte est implantée. Et tant que je serai en politique, jamais je n'accepterai qu'une femme perde son emploi parce qu'elle porte un signe religieux. Jamais je n'accepterai ça. Puis même les hommes également. J'ai vu récemment à l'hôpital Jean Talon un médecin juif qui portait une kippa. Tout ce que j'ai demandé, c'était de soigner le monde et de sauver des vies. Le monsieur, il avait à peu près 50 ans. Je pense pas qu'il va accepter d'enlever son signe religieux et de pratiquer la médecine pendant toutes ces années-là, très bien, en sauvant des vies, en sauvant des malades. Une femme qui porte un voile, puis qui est dans un hôpital, puis qui soigne une personne malade, une personne mourante, ce qu'on lui demande, c'est de soigner. Alors moi, je pense qu'il faut arrêter cette espèce de division. Nous ne sommes plus dans un Québec inclusif, et le Québec dont je rêve, c'est un Québec inclusif, ouvert sur le monde. Et la meilleure intégration des femmes, des immigrantes, dans une société, c'est par le travail, c'est par leur autonomie financière, et moi j'y crois énormément. Merci Madame Saint-Pierre. On va échanger. C'est Madame Assouline qui allait poser une question à Evelyne Abitbol sur cette question-là. Bon, alors ma question, c'est comment pouvez-vous défendre les propos de votre candidate, Madame Maillot, sur les religions, alors que votre objectif est de présenter un Québec ouvert à tous et respectueux de toutes les cultures qu'il est? Alors, je ne défendrai pas les propos de Mme Maillot parce qu'elle s'est excusée déjà à ce propos-là. Mais elle ne s'est pas rétractée sur ses paroles. Je pense qu'elle a prononcé ses paroles avant d'être candidate, elle s'est excusée. Je n'ai rien à rajouter de plus. Aimeriez-vous avoir ce que je ne comprends pas, c'est que le candidat qui a mis
F. Issam dans son Facebook, on l'a renvoyé du Parti québécois. Mais Mme Mayou, qui a des pensées qui sont racistes, purement racistes, elle est toujours candidate. Et ça me désole. Madame Mayou est professeure de philosophie et elle enseigne la laïcité. Encore pire, elle est instruite. Avez-vous une autre question? C'est bon? Madame Paul, une question pour Madame Assouline. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous pensez qu'on devait inclure toutes les femmes qui portent le voile dans toutes les sphères d'activité. Comment feriez-vous pour défendre les femmes qui sont ostracisées et qui sont victimes de xénophobie, parce qu'il existe une xénophobie larvée dans les institutions publiques? Alors comment vous allez faire pour défendre ces femmes-là? Eh bien, déjà, la xénophobie est encore plus accentuée avec tout le débat. Et je rappelle d'ailleurs à Mme Saint-Pierre que la commission Bouchard-Taylor a été introduite par M. Charest. Alors, tout ce débat-là sur les religions, mais ça vient des libéraux, il ne faut pas l'oublier. C'est là où ça a commencé. Et, mais ça reste que c'est un rapport qui nous a coûté beaucoup d'argent et où on n'a pas eu de... on l'a mis sur les tablettes. Les libéraux, en tous les cas, l'intention, c'est de le mettre sur les tablettes. Et donc, voilà. C'est certain que ces femmes-là sont ostracisées avec tout ce qui se passe dans nos gouvernements et tout le projet de Mme Marois, la charte de la division, qui n'a même pas été rédigée par un ministre de la justice, mais plutôt par M. Drainville, qui est aveuglé par les séparations. Alors c'est certain que si on voulait vraiment faire une charte, on l'aurait déjà faite, parce qu'on a proposé une charte réalisable et le Parti québécois a préféré aller en élection. Voilà. Donc vous pensez qu'on devrait analyser les choses cas par cas et qu'on devrait réouvrir tous les accommodements raisonnables, et que les accommodements raisonnables n'ont jamais donné de suivi? À la coalition, on pense que les personnes en position d'autorité dans l'État devraient être neutres quand ils sont à l'État. Ça veut dire un juge ne devrait pas porter un niqab ou un hijab. Mais ça ne se passe pas de toutes les façons. Alors. Merci. Maintenant, Mme Molly Alexander et Mme Christine Saint-Pierre, je vais vous laisser, Mme Alexander, poser votre question. Ma question pour vous, Mme Saint-Pierre, c'était, je pense qu'on est tous d'accord, tous les partis sont d'accord sur l'idée que l'État doit être neutre, doit être laïque. Et je me demandais quelle est la position du Parti libéral concernant le financement public des écoles privées religieuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez pourrait contribuer à améliorer la neutralité de l'État concernant le financement public? Tout d'abord, je ne peux pas laisser passer ce que Mme Assouline vient de dire en disant qu'on n'a rien fait. On avait le projet de loi 94, qui était le projet sur la question du visage découvert et les questions de balises. Et le Parti québécois a complètement bloqué ce projet-là. Il y a eu 34 heures de débat en commission parlementaire sur le premier alinéa de l'article 1 du projet de loi. Alors, on a été bloqué sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une recommandation de Bouchard-Taylor. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, on l'a dit dans la Charte des droits et libertés, c'était une recommandation du rapport Bouchard-Taylor. Sur la question du financement des écoles privées qui ont des formations religieuses, moi, il y en a plusieurs dans mon comté, et elles tiennent à pouvoir faire cet enseignement religieux. Alors, je pense que c'est une source d'inquiétude chez elles. Je pense à des écoles arméniennes, entre autres. J'ai des écoles catholiques également, et qui sont privées également, qui donnent un enseignement religieux, et ils reçoivent des subventions de l'État. Alors, il y a une inquiétude de ce côté-là, et nous ne sommes pas, nous, sur une volonté d'abandonner ces subventions-là. Madame Saint-Pierre, une question pour Québec solidaire. Vous êtes Québec solidaire, je remarque évidemment, on est pas mal sur la même longueur d'onde sur la question des signes religieux. Vous êtes aussi conseillère syndicale à la CSN. C'est une question un peu plus personnelle. Comment, comme conseiller syndical, comment des grandes centrales syndicales, si jamais cette charte-là était adoptée, comment les grandes centrales syndicales vont défendre les femmes ou les hommes qui vont perdre leur emploi, qui vont être congédiés avec cette charte-là? Est-ce que les grandes centrales syndicales, CSN, FTQ, CSD, vont défendre ces personnes-là qui risquent de perdre leur emploi? Votre réponse? Je ne peux pas présumer qu'est-ce qu'ils vont faire parce que d'une part, toutes les centrales ont des positions différentes,
Mais ce sur quoi tout le monde s'entend, c'est le fait que ça va être un méchant casse-tête au niveau juridique de voir les obligations des syndicats vis-à-vis d'une situation législative actuelle. Donc, les syndicats ont l'obligation de représenter les travailleuses qui sont congédiées pour des motifs discriminatoires. Donc, la charte proposée comme elle est va poser des grands problèmes juridiques auxquels il n'y a aucune réponse. Donc, c'est un très grand problème et honnêtement, c'est une des préoccupations de certaines centrales syndicales de savoir quelles seront les balises si tel était le cas, si le projet de loi passait, parce qu'il y a un entre-deux. C'est bon, et puis c'est là-dessus qu'on va aller au dernier thème. Je vous rappelle qu'on va avoir une période de questions de la salle et des réseaux sociaux. Donc après ce thème-là, je vous explique tout à l'heure comment on va fonctionner. Mais on va terminer en parlant d'environnement, de bien commun, d'écologie. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin l'éditorial de José Boileau dans Le Devoir, ça portait justement là-dessus. Elle se demandait à quel moment le Québec va enfin entrer dans le 21e siècle, quand vient le temps de parler environnement en campagne électorale. Elle faisait remarquer que l'écologie, l'environnement ne semblent pas avoir leur place dans cette campagne électorale. Pourtant, et je l'ai fait, si on va lire les plateformes électorales de chacun des partis, oui, ils parlent tous d'environnement, d'écologie, sauf que c'est un sujet qui ne se rend pas sur le plancher des grands enjeux. Est-ce que c'est la faute des médias qui pour ça, les politiques qui en parlent moins? Elle se demandait pourquoi. Alors, un environnement sain, c'est la pierre d'assise du bien commun. Oui, le bien commun immédiat, mais celui qu'on va léguer aux générations futures aussi. Pour beaucoup de féministes, le développement ne peut pas être durable s'il ne s'appuie pas sur une société égalitaire. Comment est-ce qu'on peut parler de développement durable si on le bâtit sur des inégalités? Ça n'a aucun sens. Donc, à la base même du développement durable, on a l'idée de l'être humain qui est au centre, donc d'une pensée pour un monde meilleur, pour nous, bien sûr, mais pour ceux et celles qui viennent après nous. Donc, environnement, bien commun, la vision de vos partis sur ce sujet-là. Madame Saint-Pierre. Vous avez raison, c'est un thème majeur, important, et c'est un thème qui est présent partout. Je pense que toutes les plateformes ou tous les programmes électoraux en parlent d'environnement, mais nous, on n'en fait pas, ça ne fait pas la manchette, et c'est pas quelque chose qui va faire évidemment la page de frontispice. Je pense que tout le développement économique doit se faire dans le plus grand respect de l'environnement. Et il faut vraiment toujours être très, très conscient que cette planète, elle nous est prêtée. Et que ce soit dans le développement des ressources naturelles, que ce soit dans le développement aussi de toutes les questions d'agriculture, les questions qui touchent l'alimentation, ce qu'on retrouve dans nos aliments. Ça nous préoccupe énormément et je pense que c'est une question qui préoccupe, on dit que ça préoccupe les jeunes sont très très intéressés par des questions environnementales, mais je pense que les femmes le sont encore plus que les hommes intéressés par des questions environnementales. Alors c'est un constat qu'on fait, c'est dommage qu'on n'en parle pas davantage. Ça devrait peut-être être des thèmes qui fassent partie également de débats. Il n'y a pas eu de débat non plus là-dessus. Débat sur la condition féminine, c'est ce soir. Alors, ce sont des constats qu'on fait, mais le Québec est quand même très conscient, puis je pense que le Québec fait des grands pas pour la protection de l'environnement. On a souvent tendance à être un peu plus négatif, mais moi je suis très encouragée par ce qu'on fait, par les choses qu'on a mises en place au fil des ans au Québec sur les questions environnementales. Madame Assouline. L'environnement nous touche tous et on est les plus grands pollueurs pour gaz à effet de serre sont principalement l'utilisation des voitures, des camions, des autobus, des réseaux routiers. Notre projet Saint-Laurent a pour avantage de préconiser le transport maritime pour le transport de nos produits québécois de la Côte-Nord jusqu'à l'Outaouais. On veut investir 75 millions dans le projet Radisson qui vise à développer la voie maritime. C'est plus sûr, c'est moins polluant que les modes routiers et ferroviaires.
Elle diminuera également la congestion routière et donc l'émission des gaz à effet de serre. La CAQ propose aussi de s'inspirer des programmes québécois actuels pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour accroître les projets intermodaux entre les bateaux et les trains. Nous planifions aussi décontaminer les terres polluées des berges du Saint-Laurent pour implanter nos pôles d'innovation et nous allons moderniser des usines de traitement des eaux usées pour l'environnement et pour un environnement plus vert et plus en santé. Merci. Evelyne. Je pense qu'il faut le penser en tout cas comme un droit collectif et non un droit seulement des femmes et individuel. Et ça s'articule par l'exploitation, bien sûr, responsable des ressources, l'intégration des communautés, encore une fois, dont celles autochtones dans les projets de développement, et une réponse efficace au changement climatique. Ça passe, bien sûr, par l'engagement à adopter une stratégie de lutte contre les changements climatiques, pour atteindre au moins d'ici 2020 une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% par rapport à 1990. Pour atteindre cet objectif, le Parti québécois a misé sur le marché du carbone. Il est question de transport, notamment par le biais de la politique de mobilité durable et la stratégie d'électrification des transports. Il y a également les efforts internationaux comme le protocole de Kyoto. Il y a eu un laxisme du côté fédéral qui est frappant. Je vais pas élaborer là-dessus, mais je crois qu'il faut réduire les impacts des changements climatiques sur la santé des femmes. Et il est impératif que les femmes fassent valoir surtout leur voix pour s'assurer que de telles orientations gouvernementales progressistes continuent d'exister. Merci, Evelyne. Québec solidaire maintenant. Molly. Il est minuit moins quart, il est passé minuit moins quart, et c'est bien de tout le monde se préoccuper de l'environnement. Le problème, c'est qu'il est plus temps de parler de l'environnement comme si c'était quelque chose qu'il fallait considérer. C'est le temps de mettre la protection de l'environnement au centre de nos stratégies de développement économique, de nos stratégies de développement de la santé du Québec. Le Québec solidaire, son modèle pour créer de la richesse et pour réactiver l'économie est basé justement sur un virage vert qu'on appelle pour s'éloigner de l'utilisation du pétrole. On le sait très bien que demain matin, on n'arrêtera pas d'utiliser nos voitures, mais à moins que les gouvernements investissent dans des alternatives de transport collectif, d'électrification, de construction de résidences, de logements et d'immeubles écologiquement sains, si on n'investit pas dans des programmes qui sont créateurs d'emplois, et on ne prend pas des mesures structurelles pour arrêter la dévastation de notre environnement, il sera trop tard. Donc pour nous, ce n'est pas juste une question de prendre en considération les peut-être conséquences de l'environnement. Il s'agit de dire si nous allons creuser, si nous allons explorer le pétrole à l'île d'Anticosti, ben, si ça a un effet sur l'environnement, on ne le fait pas. Allons pour créer des jobs, allons créer des emplois verts, des emplois qui ne vont pas nuire à l'état déjà désastreux de notre planète. Donc, pour Québec solidaire, il est temps d'avoir une politique économique qui est basée sur la protection de l'environnement et non l'inverse. Merci. Valérie, si vous avez une question, peut-être pour relancer Mme Alexander sur l'environnement. Oui, plusieurs de vos projets sont très louables, mais très peu réalisables dans un délai de 30 à 50 ans. Comment comptez-vous amener des solutions pour nos familles dès demain? Je ne suis pas d'accord que ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas réalisable si on n'a pas la volonté de mettre en place les programmes. Pour nous, justement, les investissements qu'on fait en donnant, par exemple, des crédits d'impôt à l'exploration pétrolière, en donnant des crédits d'impôt, des tarifs préférentiels à Alcoa et des grandes multinationales, où ce sont des fonds publics qui sont perdus pour aider les entreprises privées qui polluent. Et pour nous, il y a là de l'argent pour pouvoir mettre en place justement un réseau accessible, et pas juste en région urbaine, mais en région rurale, des réseaux de trains, d'autobus, de transport collectif. C'est un énorme investissement, mais c'est de la création d'emplois et c'est une alternative concrète, immédiate, à
à un mode de vie qui n'est plus soutenable que nous avons aujourd'hui. Et sans ces démarches et sans ces vrais projets concrets, ça n'arrivera pas. Et nous voyons que ce n'est pas une question de est-ce qu'on peut se le permettre, la question est-ce qu'on ne peut pas se le permettre. Madame Alexander, avez-vous une question pour la CAQ à ce sujet-là? Je voulais savoir, j'ai entendu dernièrement, une fois que le Parti québécois a prévu explorer l'île d'Anticosti, justement, j'ai entendu le Parti libéral et votre parti aussi parler justement de la façon qu'on va exploiter le pétrole à l'île d'Anticosti. Donc, ça ne vous inquiète pas les effets de l'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti? C'est quoi la position de la CAQ concernant le pétrole? La position, c'est que nous, on est pour l'exploitation du pétrole. On voit le Québec est dans la planète Terre. Alors, on n'est pas en vase clos. C'est certain qu'il faut exploiter le pétrole. Si on en a, ça va être très bon pour notre économie. Alors, on est tout à fait pour l'exploitation, mais de façon responsable pour l'environnement. Alors, même si ça au détriment de l'environnement, c'est plus important. On n'est pas sûr de ça, il va falloir faire des études là-dessus, mais on n'est pas sûr que c'est au détriment de l'environnement. Il n'y a aucune étude encore là-dessus. Il y a des études. Est-ce que... Et vous, concernant justement l'inversion des pipelines, par exemple, quelle est votre position de partir sur le transport des... Mais il va falloir faire venir le pétrole, non? Il va falloir qu'on le fasse venir de toutes les façons, alors qu'on le fasse ici, ou qu'on l'exploite ici, ou qu'on le fasse venir, c'est la même chose pour l'environnement. L'environnement, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la planète. Alors il faut arrêter de voir le Québec comme c'est un grain de sable là, dans la planète. C'est comme ça que je vois ça. Merci à toutes les deux. Madame Saint-Pierre, je vous invite à tourner vers Evelyne Abitbol. Alors, concernant des membres du gouvernement qui, lors de la dernière campagne électorale, on voyait comme un peu des champions de l'environnement, je pense à Daniel Breton, Martine Ouellette. Comment vous expliquez que Daniel Breton, Martine Ouellette, Scott McKay aient accepté le virage à 180 degrés du gouvernement Marois? Je pense entre autres à Anticosti et sur la question également des mines. D'abord, Anticosti, vous le savez, Madame Saint-Pierre, que vous aviez quasiment vendu Anticosti aux intérêts privés. Ça, c'est la première des choses. Et je suis d'accord avec ma collègue Assouline là-dessus. Il y a des études à faire, à savoir si, d'abord, il y a de l'exploitation à faire. Il faut explorer d'abord dans un premier temps et ensuite encadrer cette exploration. Et ensuite, en troisième temps, on doit aller plus loin avec le BAP. Et c'est sûr que le BAP aura son mot à dire là-dessus. Alors bien sûr, Daniel Breton et mes autres collègues se sont penchés sur la question. Mais vous avez vendu Anticosti à des entreprises privées qui auraient fait n'importe quoi. Vous pensez qu'ils sont tout à fait à l'aise avec ce qui a été décidé par le gouvernement? Ah, complètement à l'aise avec ça, oui. Avez-vous une question pour Madame Saint-Pierre? Oui, justement, comment se fait-il que vous ayez vendu Anticosti à des entreprises privées? Quand on pose une question à un juif, il vous répond toujours par une autre question. Tout d'abord, il n'y a rien qui prouve qu'il y a du pétrole en Anticosti. Ce qui a été décidé, c'est que des compagnies allaient faire de l'exploration. Vous avez décidé de mettre l'argent des contribuables dans de l'exploration. Alors, ce sont les contribuables qui vont payer l'exploration. Mais pour ce qui est de l'exploitation, il n'y a rien de moins sûr qu'il y ait de possibilité d'exploiter du pétrole à l'île d'Anticosti. Même les possibilités sont à peu près minimes. Alors, vous avez décidé de mettre l'argent de la poche des contribuables et de vous mettre partenaire avec des compagnies qui sont douteuses sur le plan environnemental. Je pense à une compagnie française, entre autres, qui est dans le deal pour Anticosti. Alors, je pense qu'on peut faire l'analyse des deux situations. Je ne suis pas sûre que la vôtre est si reluisante que ça en allant piger de l'argent dans la poche des Québécois. En tout cas, une gestion responsable se fera assurément. Merci beaucoup à toutes les quatre. C'est ce qui complète nos 5 thèmes. Avant d'aller à vos questions dans la salle, je vais laisser aux candidats, c'est pas terminé s'il vous plaît, je vais laisser aux candidats 1 minute pour conclure, présenter un petit mot de la fin, puis ensuite on ira aux questions. Je vais commencer par vous, Valérie Assouline.
D'abord, je vous remercie pour cette opportunité et je suis ravie que les femmes prennent leur place dans notre société et qu'elles soient ici nombreuses ce soir avec les hommes. À la CAQ, puisque nous avons centré notre programme autour de la famille et de l'éducation, on est convaincu qu'on donnera tous les outils nécessaires pour parvenir à l'égalité entre les femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, et l'intégration de toutes les communautés culturelles pour un Québec plus fort, pour un Québec gagnant. La force de notre peuple est dans notre union et non dans notre division. Il faut sans cesse se battre pour changer les vieilles façons de faire, les vieux partis, les vieux discours. Le 7 avril, je vous demande de voter, pas seulement pour un parti, mais de voter d'abord pour vous et votre avenir. Merci, Mme Assouline. Evelyne Abitbol. Bien, il faut lutter contre les politiques conservatrices qui remettent en cause les acquis des femmes, ça c'est certain. Favoriser la participation des femmes en politique a une véritable autodétermination en distinguant le véritable libre choix des femmes au consentement qu'elles sont amenées à faire par le biais de l'éducation, des médias de masse ou des pressions familiales et sociales de leur milieu, et pour changer la société afin qu'elle soit dans l'avenir plus conforme aux véritables intérêts des femmes, il faut agir à deux niveaux, changer les mentalités, mais aussi changer les structures, à savoir la charte pour réaffirmer l'égalité entre les hommes et les femmes et officialiser la laïcité comme valeur fondamentale pour les Québécois. Beaucoup de droits ont été acquis par les femmes et beaucoup reste à faire, c'est clair. Il faut aller plus loin que l'égalité de droit pour atteindre l'égalité de fait. Ce sont des outils concrets, réalistes et justes que cette égalité sera. Ce sont par des outils concrets, réalistes et justes que cette égalité sera atteinte et surtout pérenne. Merci. Molly Alexander. Pour Québec solidaire, le fait que le constat que nous faisons de la société québécoise en général, c'est que de plus en plus de gens s'appauvrissent et c'est encore plus le cas pour les femmes. Nous croyons que les vrais enjeux de cette élection devraient miser plutôt sur la réalité que vivent tous les Québécois et Québécoises, c'est-à-dire les problèmes au niveau de l'emploi, de la santé, de l'éducation et de l'accessibilité universelle et gratuite des services de santé et des services sociaux, et aussi les questions de l'environnement. Je trouve déplorable que les partis politiques principaux parlent uniquement de questions que nous jugeons moins importantes que d'autres. Et si tout ça pourrait nous servir à au moins une leçon, c'est qu'il faudrait plus rapidement possible, j'invite à tous les partis politiques d'instaurer un système proportionnel pour que toutes les voix du Québec puissent être entendues. Merci. Christine Saint-Pierre, le mot de la fin. Encore une fois, merci pour avoir organisé cette soirée. Merci à mesdames et messieurs d'être ici ce soir. Et je déplore encore une fois que la ministre de la Condition féminine n'ait pas daigné être participante à cet important débat, qui est le seul débat sur la condition féminine pendant la campagne électorale. Moi, je peux vous dire que sous les gouvernements libéraux, les femmes ont progressé énormément au Québec, ne serait-ce que par le commencement qui était le droit de vote des femmes, ensuite la première femme qui a été élue à l'Assemblée nationale, la première femme qui a été sur un conseil des ministres, également le conseil du statut de la femme. Ensuite, on peut parler aussi de la première politique d'égalité entre les hommes et les femmes a été faite sous un gouvernement du Parti libéral. Alors, je peux vous dire que dans notre formation politique, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une priorité, c'est une valeur fondamentale et que je suis fière de faire partie de cette formation politique-là et jamais je n'accepterai qu'une femme perde son emploi, perde son travail pour des raisons, quels que soient les motifs, et le respect de la Charte des droits et libertés de la personne est pour moi fondamental. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Merci à toutes les quatre. Là, on va aller aux questions de la salle. Je vais vous expliquer un peu comment on va faire ça. On a une demi-heure pour prendre vos questions. Il y a des questions qui nous sont parvenues par les médias sociaux aussi. Je vais vous demander de poser votre question rondement et ensuite les candidats pourront y répondre. On va prendre 2 questions, on aura les réponses et ensuite on ira comme ça et je me fie sur Cybèle pour me faire signe quand faudra conclure. Donc, avant que ça se termine, peut-être que ça se terminera dans le plus grand chaos. Je voulais remercier les interprètes qui ont été là. Vous pouvez les applaudir. J'ai vu pendant la soirée, comme ça, merci d'être avec nous. Alors, Madame, allez-y. Alors, je suis Michèle Serrois, présidente de PDF Québec.
pour les droits des femmes du Québec. Ma question s'adresse à Mme Saint-Pierre. Elle avait 3 grandes questions. Où sont les études sérieuses? Moi, je lui pose la question, est-ce que vous n'avez pas eu les 2 avis du Conseil du statut de la femme qui vont tout à fait dans le sens de la Charte? Est-ce que vous avez vu également le rapport des États généraux sur les femmes racisées et immigrantes qui n'ont jamais demandé aucun accommodement religieux? La question de la discrimination, j'ai été étonnée parce que l'État doit-il, d'après vous, intégrer dans son fonctionnement des discriminations qui sont établies par les religions elles-mêmes? Donc, votre question pour Mme Saint-Pierre, on la garde. La deuxième question, oui, Madame. Oui, bonjour. Mon nom est Valérie Letourneau de l'Aire des Centres de femmes du Québec. Vous avez été plusieurs à parler de l'abolition de la taxe santé. En fait, toutes à l'exception de Mme Abitbol du Parti québécois. Premièrement, je tiens à vous en remercier puisque c'est une revendication que portent les centres de femmes depuis son instauration en 2010. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en semaine d'action pour l'abolition de cette taxe. Maintenant, c'est bien important pour les centres de femmes de souligner quelque chose et c'est ce que je vais faire, ce qui va introduire ma question. Pour les centres de femmes, la taxe santé, c'est la pointe d'un iceberg. Et cet iceberg, en fait, c'est celui de la tarification et de la privatisation du système de santé. Donc, quand les centres de femmes revendiquent l'abolition de la taxe santé, c'est dans une perspective d'accessibilité universelle à un système de santé publique, un système de services sociaux réellement accessible à toutes les femmes, dépourvues de tarification, quelle qu'elle soit. Alors, ma question pour vous, c'est quand vous dites que vous voulez abolir la taxe santé, est-ce que c'est dans cette perspective? Alors, c'est une question qui s'adresse à toutes les candidates, c'est ce que j'ai compris de votre part. Est-ce qu'il y avait une question qui venait des médias sociaux? Est-ce qu'on la prend tout de suite ou est-ce qu'on la fait à la fin? On la fera tout après. Parfait. Alors, Madame Saint-Pierre, vous avez été la première interpellée sur les avis du Conseil du statut de la femme en France. Oui, lorsque je parlais d'études, je parlais d'études qui indiquent qu'il y a un problème réel au Québec sur cette question. C'est de ces études-là que je parlais. Pour ce qui est des avis du Conseil du statut de la femme, ce sont des avis qui ont été émis lorsque j'étais ministre de la Condition féminine. Et nous, dans notre formation politique au gouvernement, on en est venu à la conclusion, à la lumière d'ailleurs, la Commission des droits de la personne nous a corroboré là-dessus. C'est-à-dire que ce qui doit primer au Québec, c'est le respect des chartes des droits et libertés. La Charte des droits et libertés du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne. Et ce respect des chartes des droits et libertés passe évidemment par la liberté de religion. Alors, c'est la conclusion à laquelle nous en étions venus comme gouvernement. Et aussi, cependant, sur la question du visage découvert, nous avons déposé un projet de loi qui a été bloqué par le gouvernement du Parti québécois pour faire en sorte que les services de l'État doivent se donner à visage découvert et doivent être reçus à visage découvert. Notre projet de loi a été bloqué. Sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui était une recommandation du Conseil du statut de la femme, dans son avis, nous l'avons inscrit dans la Charte des droits et libertés. Merci. Sur la taxe santé, donc, que vous avez présentée vraiment comme la pointe de l'iceberg et la tarification des services de santé, on peut... Ça, nous, au Parti québécois, c'est vrai que j'en ai pas parlé, et nous avons remplacé la taxe santé régressive libérale par une contribution santé progressive. On a aboli et réduit la contribution santé pour les 2/3 des Québécois. Et là, j'ai des chiffres, et je suis désolée de me référer à ma feuille, mais nous avons ajouté un 4e palier d'imposition pour les personnes gagnant 100 000 et plus. Par exemple, avant ces modifications, une personne gagnant 18 000 et une personne gagnant 150 000 payait 200 $ chacune la taxe santé. Aujourd'hui, avec la contribution santé progressive, la première a vu son fardeau fiscal réduit de 200 $ et la seconde augmenté de 1 675 $. À ce sujet-là, de cette tarification? Moi, je pourrais répondre rapidement. Pour Québec solidaire, oui, c'est dans une perspective d'abolition de toute forme de tarification dans le système de santé des services sociaux publics. Madame Saint-Pierre? Il y a eu un engagement de M. Couillard d'abolir la taxe santé éventuellement. Valérie Assouline? Oui, alors tout à fait. On est pour l'abolition de la taxe santé qui a été instaurée par M. Couillard.
Donc, c'est certain que... Et Mme Marois avait promis de l'enlever et elle ne l'a pas fait. Alors, nous, c'est dans cette optique-là. C'est inacceptable qu'on doit payer des frais pour aller voir un gynécologue. Et si vous payez, vous avez accès plus rapidement à un gynécologue. C'est pas normal. Alors, merci. Vous avez été bref dans vos réponses. On pourra prendre plus de questions. Il y en a pas mal dans la salle. On va aller de ce côté-ci. Je vais prendre 2 questions. Oui, madame. D'accord. Bonsoir. Sylvie Legault. Je me présente comme candidate dans Merci. Dans un premier temps, juste préciser, concernant les garderies, c'est à Valérie, effectivement, ça passait de 5 $ à un peu plus, progressivement jusqu'en 2015. Mais il faut savoir que ça passait comme ça, rapport que le gouvernement payait 25 $ par enfant, maintenant ils vont payer 35 $ par enfant. Donc le gouvernement s'engage aussi à augmenter les frais, et il augmente les frais pourquoi? Pour augmenter le salaire des intervenantes en garderie, qui l'ont demandé. Fait que c'est tout à fait logique. Là, tout le monde. Et votre question? Et ma question est par rapport à la charte. Tu sais, comme on dit qu'il n'y a pas de signe religieux ostentatoire dans la fonction publique. Comme on n'a pas le droit non plus, en fait, de montrer des signes, des allégeances politiques. Est-ce que la religion devrait avoir préséance sur la politique? Est-ce que votre question s'adresse à toutes? À ces 3 femmes, puisque je sais que Evelyne est d'accord pour la charte. Parfait. Donc, on parlera politique et religion et je vais laisser la dame derrière vous poser la 2e question. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voulais remercier la FFQ d'avoir organisé cette soirée, puis remercier les candidates. Et en fait, je voudrais vous féliciter les candidates parce que je trouve que c'est très bien de voir des femmes en politique. Je trouve ça regrettable qu'il y ait une baisse au niveau des représentations des candidates féminines. Puis je salue Québec solidaire qui a atteint la parité cette année. Je pense que c'est seulement en voyant d'autres femmes se présenter en politique que d'autres peuvent se dire que oui, elles peuvent être femmes et politiciennes à la fois. Donc, je trouve ça génial. Ma question porte sur la sexualité. Je suis aussi prof de philo. Je vais essayer de remonter le statut. Non, de besoin de les femmes philosophes, ça ne fera pas de tard. Je suis prof de sexualité, entre autres. Et ma question porte sur le cours d'éducation relative à la sexualité qui a été aboli il y a plusieurs années, en fait, il y a quelques années, par, si je ne m'abuse, c'était le Parti libéral, mais j'ai un doute, c'est peut-être le Parti québécois, mais je crois que c'est le Parti libéral. Et ma question porte sur ce cours qui était offert au secondaire, qui a été aboli. Alors, du coup, maintenant, la sexualité est enseignée dans les cours de français, des cours de biologie, à la limite, des cours de maths. Et moi, j'ai des étudiants et des étudiantes au cégep qui arrivent, qui sont complètement démunis. Ils n'ont aucun outil pour se développer sur un plan sexuel de façon saine. Pour la plupart d'entre eux, la pornographie, c'est ce qu'ils voient. Vous avez parlé d'hypersexualisation. Certains d'entre vous ont mentionné l'éducation comme une porte de sortie ou une amélioration. Éducation où, dans quel contexte, dans quel cours. On voit que les MTS augmentent depuis l'abolition de ce cours-là aussi. Oui. Donc, je me demande, qu'est-ce que vous pensez de ce cours de cette année? Donc, une question pour toutes les candidates. Commençons par les 3 candidates sur une hiérarchisation des valeurs entre politique et religion. Qui est plongée de vous 3? Madame Saint-Pierre. Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'énoncé parce que lorsqu'il y a des conflits de travail, on ouvre des moyens de pression, on peut voir des employés de l'État porter un macaron de leur centrale syndicale. On a vu des carrés rouges, on a vu plein d'affaires. Alors, je pense pas qu'il y ait une interdiction de manifester une situation politique. Pour ce qui est de la question des signes religieux ostentatoires, la question, c'est de savoir comment cette personne-là agit dans son travail. Si la personne fait du prosélytisme, ça, c'est inacceptable. Il ne faut pas qu'il y ait de prosélytisme. Ça, c'est très, très clair. Et je pense que même ça devrait être écrit noir sur blanc, ça devrait être interdit de faire du prosélytisme. Et si la personne fait son travail de façon professionnelle, je pense que nous n'avons pas à intervenir dans cette question. On peut avoir un témoin de Jéhovah qui ne montre aucun signe ostentatoire apparent, puis cette personne-là peut agir de façon à ce que sa religion prenne la place. On ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas le signe. Alors moi, je pense que ce qu'il faut, c'est empêcher le fait qu'il y ait du prosélytisme, mais permettre et ce sont surtout les femmes qui vont être victimes, si cette charte-là est adoptée, qui vont être victimes de congédiement. Et c'est ça qui est inacceptable dans une société où on a des chartes des droits et libertés. Oui, Alexander, quelque chose à ajouter sur cette question-là, précisément? Oui, moi j'ai de la misère à comprendre pourquoi la question même d'une préséance de la religion sur autre chose est posée, parce que
ce n'est pas la question. La question est, avons-nous besoin au Québec de refuser l'accès à l'emploi à des femmes parce qu'elles ressemblent, parce qu'elles viennent de d'autres origines, parce qu'elles portent un tissu ou un homme qui pourrait porter un morceau de tissu d'une certaine grosseur qui pourrait offenser quelqu'un. Je suis désolée, mais je crois que nous sommes en train de débattre de quelque chose qui n'est pas les problèmes vraiment importants ici au Québec. Et je crois que, je sais que les gens sont de bonne volonté, mais je crois que les conséquences de ce genre de vision de notre société, malheureusement, influencent une vision très exclusive et discriminatoire de notre société. Je n'utiliserai pas des mots plus forts, mais je pense que c'est un signe vraiment du manque d'incompréhension, du manque de tolérance que nous avons aujourd'hui, qui a été vraiment encouragé par cette charte depuis le mois de septembre. Madame Legault voulait vous entendre toutes les trois, donc Valérie Assouline. Oui, alors Madame Legault, d'abord pour votre intervention pour les frais de garderie. C'est tout à fait louable, c'est magnifique qu'on veuille augmenter les salaires des éducatrices et on est d'accord avec cette approche. Par contre, il y a beaucoup d'argent dans notre système qui est dépensé à travers les commissions scolaires et c'est ce qu'on préconise à la coalition, c'est de diminuer dans les structures pour avoir plus d'argent pour payer plus ces éducatrices-là. Et donc, ce n'est pas toujours aux contribuables à payer et avoir une augmentation encore dans les poches. On va encore piger dans les poches des contribuables. Maintenant, quant à la position de la CAQ pour la charte, elle est très claire. Les personnes en autorité, on pense que pour avoir l'impression d'impartialité, il va falloir que les personnes d'autorité n'aient pas de signes religieux. Alors, on va y aller maintenant avec la deuxième question qui portait sur les cours d'éducation sexuelle. C'est intéressant, quand j'animais l'émission pour enfants, pour adolescents, on parlait souvent de cette question-là avec les jeunes qui nous faisaient part de leur besoin d'avoir une information comme ça parce que c'est pas, pour toutes sortes de raisons, toujours possible de l'obtenir à la maison. Votre position, on va commencer par vous, Evelyne Abitbol, sur les cours d'éducation sexuelle à l'école. Vous savez, j'étais au collège antique la semaine dernière et j'ai rencontré un jeune qui me disait oh, « Moi, j'ai pas besoin des cours de sexualité, j'écoute la pornographie à la télévision le samedi soir ou le dimanche soir. » Alors, je dois vous dire que le Parti québécois a décidé qu'à la suite des forums sur l'hypersexualisation, il y aurait une création d'outils pédagogiques sur l'éducation de la sexualité. Ça, c'est prévu et travaillera de concert avec les commissions scolaires et les conseils d'établissement pour la diffusion de ces outils-là et s'assurer que les écoles intègrent ces notions, qui comprennent les rapports égalitaires dans le parcours scolaire, bien sûr, du jeune, du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Madame Saint-Pierre? Moi, je pense qu'il faut effectivement multiplier les efforts pour que ces cours soient donnés au niveau primaire, au niveau secondaire. Il y a des questions évidemment de financement de ces cours-là, mais il faut trouver les moyens de le faire. C'est assez urgent, surtout avec les médias sociaux qui véhiculent toutes sortes d'informations qui sont pas nécessairement des informations qui sont de base pour les jeunes. Il y a également, je pense, aussi la responsabilité des parents sur ces questions-là, qui est très grande. Et je me dis, pourquoi pas, et là, c'est pas dans notre programme politique, mais je lance la question, pourquoi pas des cours aussi aux parents pour les guider auprès de leurs enfants sur ces questions de sexualité. Madame Alexandre. Oui, au niveau de la question d'engagement sur les cours, je ne pourrais pas me devancer parce que justement, c'est une des propositions que nous avons à débattre dans notre prochain congrès de Québec solidaire au niveau du format. Mais j'ose quand même, je pourrais quand même avancer parce que la perspective générale à Québec solidaire, c'est que nous, on favorise l'éducation tout au long de la vie. Donc, évidemment, et aussi, nous reconnaissons la nécessité d'éducation de toute forme, sur tous les enjeux. Donc, je m'avance en disant que j'ose espérer que c'est une priorité. Je pense que c'est raisonnable, mais je ne peux pas dire que c'est fait parce que c'est à venir dans notre prochain. Avez-vous quelque chose là-dessus? Juste à rajouter que je suis tout à fait d'accord avec Mme Saint-Pierre que ça commence à la maison. J'ai encore le temps, ma plus grande a 10 ans, ma plus petite a 2 ans. Mais c'est certain que ça commence à la maison et que l'éducation, oui, ça devrait être intégré dans notre système. Alors, on va continuer d'y aller rondement. On va prendre 2 autres questions. Allez-y. Oui, alors je suis Lucie Dufour, secrétaire générale de la Fédération des professionnels à la CSN.
Nous, à la Fédération, on représente des syndicats qui sont du secteur communautaire et de l'économie sociale. Alors, je vais vous parler d'une situation de discrimination qui est dans ce milieu-là. On évalue qu'il y a environ 200 000 personnes qui travaillent dans le secteur communautaire et de l'économie sociale. C'est un secteur qui est à 80% féminin. Donc, on peut penser qu'il y a 160 000 femmes qui travaillent. Et c'est des femmes qui sont payées en dessous du salaire du secteur public et qui, lui, est en dessous du secteur privé. Donc, on est comme les derniers, si on veut. Pourtant, on a les mêmes diplômes, on fait souvent on a des responsabilités équivalentes et on n'a pas des salaires là, qui ont on n'a pas la parité qui sont avec le secteur public. Alors, vous avez tantôt parlé, Mme Adibol, de certaines mesures qui ont été mises en place, comme le régime de retraite, des choses comme ça. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant parce que c'est vraiment une situation de discrimination des accords salariaux qui peuvent aller de 20 à 30 000 $ par année, si on parle par exemple des professionnels qui travaillent dans nos organismes. Ma question s'adresse aux 4 candidats. Si votre parti formait le gouvernement, seriez-vous prêt à hausser le financement des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale pour faire cesser cette discrimination-là et d'aller jusqu'à la parité avec le secteur public? Merci. On a bien pris note de votre question. Madame Leguer. Bonjour, Léla Lisbeth. Je suis Léla Lisbeth, membre de PDF Québec. Alors, moi, je reviens toujours sur cette question quand on parle des femmes musulmanes. Et je suis un petit peu échoquée et vexée parce qu'à chaque fois qu'on parle de femmes musulmanes, on associe tout de suite le voile. Alors, ma question est la suivante et elle s'adresse à Mme Saint-Pierre. Votre parti a pris position pour des symboles sexistes et discriminatoires qui touchent à la dignité des femmes. Est-ce cette égalité que votre parti va promouvoir, sachant que ces symboles sexistes et patriarcaux sont nullement prescrits en islam? Sur quoi votre parti se base-t-il pour les défendre et les intégrer à l'islam, sachant que l'islam interdit tout symbole? Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième, c'est à propos de l'éducation sexuelle au niveau des établissements scolaires. Il y avait un cours d'éducation sexuelle qui a été retiré sous le mandat des libéraux et remplacé par le cours d'éthique et culture religieuse sous la pression de certains religieux et théologiens, notamment qui œuvrent de façon très, très efficace, puisqu'ils sont arrivés à instaurer ce cours au niveau de l'UDN. Voilà. Autre chose que je voulais dire... Donc, votre question à ce sujet-là? Pardon? Vous disiez que vous aviez une deuxième question? C'est ça, le cours d'éducation religieuse et par rapport aussi à l'islam, parce qu'on met beaucoup de choses sur la religion musulmane et qui sont tout à fait fausses et qui viennent du patriarcat et qui viennent, du patriarcat qui s'est enveloppé justement de deux religions pour les imposer aux femmes. Ceci n'existe pas en islam. Et autre chose que j'aimerais, je suis tout à fait d'accord avec Mme Assouline, quand vous avez parlé effectivement, le Québec fait partie, on a beau être de gauche, et je suis une femme de gauche, mais nous faisons partie aujourd'hui d'une planète qui s'appelle Terre, et c'est vrai qu'il faut, comment dirais-je, réajuster certaines choses, mais quand j'entends le Québec solidaire qui dit qu'il faut absolument mettre les transports en commun, alors les transports en commun, vous avez, c'est vrai, un programme pour lequel beaucoup pourraient, on apprécierait, mais la seule question, ce que je vous pose comme question, où allez-vous chercher l'argent pour toutes ces gratuités, sachant pertinemment que si on va chercher de l'argent chez les entreprises, ils se délocalisent leur entreprise et on se retrouve dans un chômage galopant. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, si vous formulez rapidement vos questions, on pourra en prendre plus. Il y a encore des gens qui ont envie d'en poser. Alors, allons-y sur la reconnaissance des travailleuses, milieu communautaire, économie sociale. Molly Alexander, j'ai envie cette fois-ci de commencer par vous. Oui, d'accord. Donc, pour ce qui est du secteur communautaire et
des secteurs d'économie sociale. Pour Québec solidaire, il y a plusieurs mesures propositions que nous mettons en place justement pour appuyer. Nous croyons que, de un, doivent être financés adéquatement parce que ce sont des services, ce sont des organisations qui occupent une place très importante, qui offrent des services souvent, malheureusement, qui ne sont pas encore offerts aussi au niveau public. Il y a d'autres choses en ce qui concerne la loi sur l'équité salariale, par exemple. Nous croyons qu'elle devrait être étendue à tous les milieux de travail, tous les niveaux d'employeurs, pourrait avoir un effet aussi sur ça. Les mesures que nous proposons aussi concernant un régime universel de retraite qui devrait s'appliquer à toutes les formes d'emploi. Donc, ce sont des mesures que je cite un peu pour répondre de façon générale, mais c'est évident que le Québec solidaire est une formation qui est issue de femmes et d'hommes qui ont milité, qui ont travaillé de longue date dans le milieu communautaire, donc ils savent très bien l'importance, la contribution de ces personnes. Évidemment, c'est une priorité pour Québec solidaire. Donc, je comprenais la statistique, 80% de femmes dans l'économie sociale, le milieu communautaire, et bien à Bivol, des plans pour plus de reconnaissance pour le milieu, reconnaissance salariale. Écoutez, j'essaie de retrouver ce que le gouvernement a fait depuis 18 mois et compte continuer. Je sais que je l'avais dans mes notes, mais je sais qu'il y a une aide de 10 000 $ qui peut être accordée aux entreprises, un montant de 50 000 par exemple, qui peut également être accordé aux associations patronales, syndicales, professionnelles ou sectorielles qui soumettent un projet de développement d'action en matière, par exemple, de conciliation travail-famille. Je sais aussi qu'il y a une réalisation qui va être faite en 2014 et 2015, une étude de faisabilité sur la création d'une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail au bénéfice des organismes communautaires. Et je sais aussi que le Parti québécois essaye de faire sortir les femmes des emplois ghettos dans lesquels elles sont confinées, des emplois qui les confinent à recevoir des salaires minimes par rapport à d'autres emplois auxquels elles pourraient accéder. Madame Assouline, ensuite ce sera vous, oui. Saint-Pierre. Dans ma circonscription de Laurier-Dorion, comme je vous disais plus tôt, il y a beaucoup d'organismes communautaires et c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui aident beaucoup les femmes immigrantes et les femmes à s'intégrer au marché du travail. Et je pense que oui, il faut appuyer ces organismes communautaires. À la coalition, on veut dépenser justement, avoir plus d'argent couper dans toutes les structures pour avoir plus d'argent à mettre sur le terrain. Madame Saint-Pierre. Alors, le Parti québécois, au cours des 18 derniers mois, n'a pas augmenté le soutien aux organismes communautaires. Nous reconnaissons l'importance des organismes communautaires et entre 2003 et 2012, les financements ont augmenté de 80%. Cependant, nous sommes très, très conscients que ce n'est pas suffisant, il y a une disparité et il y a une volonté, bien sûr, non seulement de reconnaître, mais de continuer à augmenter les budgets. Mais pour qu'on y arrive, il faut évidemment que tous les moteurs de l'économie se remettent en marche et qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les coffres de l'État. Ça va de soi, ça va ensemble. Il n'y a rien qui sera possible si on ne remet pas les moteurs de l'économie en marche. Madame Saint-Pierre, je prends la balle au bon pour vous poser cette deuxième question qui vous était adressée directement à propos de ces vêtements, ces symboles qu'on qualifiait d'oppressifs, sexistes, aussi imposés aux femmes. Avez-vous une réponse à... Tout d'abord, on avait notre projet de loi sur la question de l'usage des couverts. Là, on sait de quel type de vêtements on parle. Tout ce qui est évidemment la question des signes religieux, on ne parle pas que du voile, on parle également de la kippa, de la kirpa, on parle de signes religieux ostentatoires, on parle de la croix. J'entendais une candidate du Parti québécois à la radio de Québec, Mme Dominique Payette, dire qu'elle avait vu une fois dans un hôpital une religieuse avec une croix dans le cou. À Québec, ce sont les Augustines qui ont fondé l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors, je pense que les Augustines ont encore leur place dans les hôpitaux. Puis, si elles veulent aller tenir la main d'une mourante ou d'une mourante, je pense qu'elles ont encore leur place dans les hôpitaux. Alors, la question des signes religieux n'est pas seulement la question du voile, c'est la question de tous les signes religieux qui sont dits ostentatoires. Et c'est là que la question, c'est sur cette question-là que cette question porte. Et je pense qu'on revient toujours à cette notion de congédiement et de discrimination et le fait que nous avons une charte. Et moi, je vous dis, c'est la question du prosélytisme qui est à combattre.
parce qu'il ne faut pas que ces personnes-là s'adonnent à du prosélytisme. Quelqu'un qui fait son travail correctement, qui soigne, qui enseigne, qui fait son travail correctement, qui travaille à la Société des alcools, la Société d'assurance automobile du Québec,